Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2015 qui, je l'espère, sera remplie de jolies découvertes littéraires. Nous sommes aujourd'hui en présence des peintures de Paul Broas apposées ici en hommage à Charlie. Ce mois-ci, nous mélangerons littérature et histoire puisque nous vous présenterons le dernier ouvrage de Gilles-Martin Chauffier paru aux éditions Grasset ainsi que le récit court et intense de Jean Rouault qui revient avec Éclat de 14 publié aux éditions Dialogue. En fin d'émission, les bandes dessinées seront à l'honneur avec Mickaël qui nous présentera quelques-uns de ses coups de cœur. Dans son dernier ouvrage, La femme qui dit non, Gilles-Martin Chauffier, romancier, journaliste et rédacteur en chef à Paris Match, raconte le destin d'une héroïne qui vogue à travers l'histoire de France de 1938 à 1968. Inspiré par la vie de sa grand-mère, l'auteur nous entraîne dans un trio amoureux, historique et épique. On retrouve tout de suite Gilles-Martin Chauffier au micro de Laurence. Gilles-Martin Chauffier, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter La femme qui dit non, votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions Grasset. Il s'agit d'un roman foisonnant qui nous plonge dans un demi-siècle d'histoire de France, porté par Marge, une femme libre et rebelle. Alors Marge, qui est-elle et comment est-ce qu'elle est née sous votre plume? En fait, Marge, c'est un personnage qui est très inspiré. C'est drôle que je vous pose cette question à Brest, par une Brestoise, puisqu'en réalité, dans mon livre, c'est une Anglaise, mais que le modèle était plutôt ma grand-mère, qui était donc fille d'amiral brestois et qui, comme Marge, a été une résistante de la première heure, parce qu'elle Marge, dans le livre, fait de la résistance à l'île aux Moines. Elle, ma grand-mère, elle en a fait à Paris. Elle a participé à la fondation du réseau du Musée de l'Homme. Et comme Marge, c'est quelqu'un qui avait une vie sentimentale très libre. Mais c'était un personnage, c'était une grande bourgeoise qui bafouait toutes les valeurs de la bourgeoisie. Et c'était une femme qui a été très libre dans ses idées, dans ses choix politiques. Et les Français en juin 40, ils écoutent la radio française, ils sont effondrés, ils n'écoutent pas la radio anglaise, sauf une anglaise. Donc c'est comme ça que son mari va partir pour Londres. Et donc ça permettait légitimement de faciliter les commentaires sur la France sans avoir l'air de faire un cours d'histoire. Alors la société française, la France, l'histoire de France sont très présentes dans ce livre et dans l'ensemble de votre œuvre. Mais dans ce livre, il y a aussi une grande place de la Bretagne, notamment par les lieux du roman qui se déroulent majoritairement dans le Morbihan et plus précisément sur l'île aux Moines. Comment est-ce que ce cadre s'est imposé pour ce roman ? En fait, c'est parce que j'avais envie, pour une fois, dans mes romans en général, j'ai décrit la société parisienne, les gens de pouvoir, les ministres, les présidents, les journalistes, et raconter comment les princes qui nous gouvernent. C'est un peu des romans assez balsaciens. Et c'est un peu des romans de moralistes. Et là, j'avais vraiment envie de raconter un roman où il y aurait des gens que j'aime, dans des lieux que j'aime, et dans une maison que j'aime. Et donc, le golfe du Morbihan, c'est naturellement ma famille est de Vannes. La maison qui est décrite dans le livre a été achetée par mon arrière-grand-mère comme dot en 1880. C'est là que j'ai passé toute mon enfance. Mon père a passé son enfance, mon grand-père. Je pense, moi, que le golfe du Morbihan, c'est un paradis terrestre. C'est une espèce de jardin marin avec des îles qui s'entortillent les unes dans les autres, la terre qui rentre et des petits fjords, des petites rivières. Et en plus, il y a une espèce de magie de l'île, c'est de se dire je suis là, et c'est là que mes ancêtres ont vu la même chose. Alors La femme qui dit non, c'est un véritable roman d'aventure. On traverse un demi-siècle d'histoire de France, on va dans de nombreux lieux différents, on suit de nombreux personnages différents. Et puis il y a au centre de ce roman Marge, qui est une héroïne véritablement romanesque, une femme à la fois bourgeoise et libre et rebelle, et puis une grande joueuse, une amoureuse de la vie, une amoureuse de sa Bretagne, de l'île aux Moines, et puis de deux hommes. Elle est partagée entre deux hommes. On pense à Scarlett O'Hara quand on découvre ce personnage. Est-ce que cette héroïne a constitué une influence pour vous quand on découvre cette héroïne? C'était une source d'inspiration, d'influence? C'est après, quand je l'ai fini, je me suis dit je pourrais l'appeler Autant n'importe les vagues, parce que mais c'était pas du tout prévu. Mais en revanche, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'avais passé mon bac de français, alors j'étais rentré le soir et à l'heure du déjeuner, mon père me dit alors qu'est-ce que tu as raconté? J'avais dit voilà, j'ai dit ça. Il me dit mais tu as cité des écrivains? J'ai dit oui, j'ai cité Marguerite Duras, j'ai cité Michel Butor et tout. Et mon père qui aimait beaucoup la littérature, qui était journaliste littéraire à l'époque, me dit c'est drôle, pourquoi tu as été cité ces auteurs tellement rasoirs? Moi je sais pas, j'aurais cité Tolstoï, j'aurais cité Guerre et Paix, j'aurais cité Autant n'emporte le vent, Scarlett O'Hara, qui est un livre de Margaret Mitchell, un livre qu'il adorait. Et je me suis dit, il aurait été ravi parce que le livre, je l'ai écrit inconsciemment, j'ai écrit
en pensant à lui, le livre qu'il aura envie de lire. Éclat de 14, publié aux éditions Dialogue, est un livre bouleversant qui fait converser les dessins du peintre Mathurin Méheut avec le texte poétique et lyrique de Jean Rouault. Dans ce livre, Jean Rouault, prix Goncourt 1990 pour les chants d'honneur, décline les 4 éléments de l'univers, la terre, le feu, l'eau et l'air. Ce très beau texte invite à une réflexion historique sur ce que fut le conflit meurtrier de 14-18. Sans plus attendre, je vous propose de retrouver Laurane, qui a eu la chance de partager un moment avec Jean Rouault. Bonjour Jean Rouault. Bonjour. Éclat de 14 paraît aux éditions Dialogue, un livre-objet au format carré, illustré des croquis de guerre de Mathurin Méheut. Dans les chants d'honneur, vous évoquiez le traumatisme de la Première Guerre mondiale sur toute une génération, à travers votre histoire familiale. Dans Éclat de 14, vous renouez avec l'histoire de la Première Guerre mondiale. Ce livre était-il en vous depuis longtemps? C'est un livre qui a été sollicité par plusieurs demandes au fil des années. On s'est adressé à moi comme si j'étais un grand spécialiste de la Première Guerre, ce que je ne suis pas, bien sûr, je ne suis pas historien. Mais du coup, ayant été amené à débattre avec de vrais historiens de la Première Guerre, ma réflexion sur la Première Guerre s'est enrichie et j'en ai fait bénéficier ces textes-là, que ce soit celui sur Apollinaire ou ceux de 14 ou la réflexion sur le centenaire. Tout ça, c'est une réflexion dont je n'aurais pas été capable au moment des chants d'honneur. Vous débutez par un avertissement qui s'intitule « La guerre de l'art » et écrivez « Pour l'art, la guerre commence avant la guerre ». Selon vous, l'art empêche-t-il l'aveuglement? L'artiste pressent-il mieux, capte-t-il mieux les signes avant-coureurs? Il capte les signes avant-coureurs, il capte la réalité de ce qui est. Alors que, globalement, les sociétés vivent sur une persistance rétinienne. Ça dure longtemps, la persistance rétinienne. L'artiste capte véritablement, il enregistre comme un sismographe, il enregistre les secousses, qui ne sont pas encore les secousses violentes qui vont secouer les sociétés, mais les premiers soubresauts, les premiers frémissements, il les capte. Et quand on regarde, par exemple, l'art à la fin du 19e et début du 20e, et on voit littéralement se déconstruire le paysage, se déconstruire la figure, cette idée que un tableau c'est juste des taches de couleur sur une toile, et le ready-made de Duchamp, la roue de bicyclette, c'est 1913, c'est-à-dire que ça y est, on en a fini avec cette idée de la représentation du monde. Donc ils ont le pressentiment des changements en cours, ce que globalement les gens qui sont occupés par leur vie, etc., qui n'ont pas non plus la même sensibilité, ne voient pas, ne perçoivent pas. Alors vous précisez souvent que vous êtes écrivain, que vous n'êtes pas historien. Votre texte toutefois est jalonné de nombreux faits historiques. Marquer les consciences, éveiller les esprits, ne pas laisser l'horreur sous silence même un siècle après, est-ce essentiel selon vous? Je ne crois pas à ce devoir de mémoire ou à cette persistance comme ça volontaire et volontariste d'un événement. Tout passe, c'est Saint Paul, elle passe la figure de ce monde. Et en revanche, ce qui ne passe pas, ou ce qui passe malgré tout, ce sont les traumatismes comme ça liés à des événements. Mon travail, c'est ça, c'est de travailler sur cette mémoire traumatique-là et de voir en quoi elle modifie notre rapport présent au monde, en quoi non seulement elle le modifie, mais elle le configure d'une certaine manière. Mathurin Méheut, enfin, ponctue votre texte de croquis de guerre dessinés au front. Dans cette guerre dont on ne possède que des images d'Épinal, très peu de photos, très peu de films, qu'apportent les dessins de cet artiste, soldat de 1914? C'est un témoin fulgurant, puisqu'il est là, il est en première ligne, et il a ce talent extraordinaire de pouvoir croquer une scène en quelques coups de crayon. En plus, il y avait une censure qui faisait qu'on ne pouvait pas prendre n'importe quoi en photo, et surtout pas les cadavres. Donc, les vrais témoignages ce sont les dessins comme ceux de Mathurin Méheut qui saisit vraiment des moments d'abandon. Il y a ce soldat qui est à l'abri là dans sa tranchée, qui est recroquevillé comme une momie inca. Le dessin de couverture que j'adore avec ses coupes de chevaux comme ça qui est conduit par un soldat, il donne une présence extraordinaire. On est formidablement avec ces gens-là et avec lui dessinant ces gens-là. On est derrière son crayon. De retour à la librairie, nous allons tout de suite retrouver Michael qui nous a sélectionné quelques-uns de ses coups de cœur.
Bonjour Mickaël. Bonjour Mathilde. Alors, je crois que tu as sélectionné 3 bandes dessinées. Je vois que tu as déjà ton premier coup de cœur entre les mains. Exactement, 3 bandes dessinées. Donc la première c'est Little Tulip, paru aux éditions du Lombard, avec comme scénariste Jérôme Charine, le romancier américain, et comme dessinateur François Bouc. Alors Little Tulip, c'est Pavel ou Paul, un petit garçon de 7 ans qui va être emprisonné avec toute sa famille dans un goulag en Russie. Mais le petit Pavel s'en sort bien, il réussit à s'adapter, à survivre, et grâce notamment à un talent qu'il a, il dessine merveilleusement bien. Grâce à cela, il va apprendre l'art du tatouage, ce qui va le sauver de ses geôliers. À sa sortie, il va intégrer la police new-yorkaise, qui va lui permettre d'aider à traquer un tueur en série qui sévit dans la ville. Donc vraiment un livre qui ne laisse pas indifférent. Alors ton second coup de cœur est un album jeunesse, je crois. Le deuxième livre que je vous ai sélectionné, c'est Björn le Morfir. C'est l'adaptation d'un roman jeunesse. L'histoire se déroule au temps des Vikings, chez les Vikings. On retrouve toute la famille de Björn qui est prisonnier d'une puissante tempête de neige tellement forte qu'on a l'impression qu'elle est vivante. Tous se montrent vaillants, courageux, mais celui qui va surprendre tout son monde, c'est Björn. Lui si chétif, si malingre, vraiment sans aucune disposition particulière pour le maniement des armes, va s'avérer un redoutable combattant et sauver sa famille d'une mort certaine. Donc vraiment à découvrir comme album pour la jeunesse. Et le dernier coup de cœur? Alors pour finir, je vous ai sélectionné Case Blanche, avec au scénario Sylvain Runberg et au dessin Olivier Martin. C'est l'histoire d'Olivier Barbier, un dessinateur en proie au doute après l'énorme succès qu'il a connu pour le premier volume de sa série. Du coup, tout le monde attend la suite. Les fans qui s'impatientent, son scénariste qui n'en peut plus l'attendre et voudrait le faire remplacer. Il souffre manifestement du syndrome, non pas de la page blanche, mais de la case blanche. Les auteurs nous proposent une plongée dans les coulisses de la bande dessinée. Donc, vraiment une belle surprise, un bel album. Eh bien, je te remercie pour cette belle sélection. Merci. Je te dis à très bientôt. À bientôt, Mathilde. Salut Mickaël. Eh bien voilà, notre émission touche à sa fin. Pour conclure, rappelons qu'il y a des gens qui pensent, dessinent, écrivent pour que notre liberté d'expression demeure, et ce sous toutes ses formes. Alors continuons à lire, car oui, lire tue l'ignorance et les préjugés. Sur ces paroles, je vous laisse avec vos crayons, vos livres ou vos cahiers. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de notre dialogue littéraire. Kenavo!